Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous consacrons au bardo ou états intermédiaires qui sont dans le bouddhisme tibétain d'importants moments où la conscience se trouve face à des transformations radicales. Le premier et le plus connu de ces bardos est celui de la mort. Nous y reviendrons plus en détail la semaine prochaine. L'enseignement sur ces états intermédiaires décrit les pratiques qui permettent de les mettre à profit pour découvrir notre nature éveillée et atteindre la libération. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces différents bardos? Quels sont aussi leurs points communs? Comment expérimenter ces états intermédiaires pour découvrir notre nature essentielle? Nous allons voir ces différentes questions avec notre invité, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans, à peu près. Oui, à peu près. Vous êtes le président de l'Université bouddhique européenne. Vous enseignez à l'INALCO, à l'Université catholique de Louvain également. Et vous venez de traduire le livre des morts tibétains, donc un ouvrage primordial pour le bouddhisme Vajrayana, publié chez Bucher-Chastel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors le sujet est très très vaste. Comme je le disais, la semaine prochaine, nous allons plus nous attarder sur le bardo de la mort. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce que sont les bardos et plus précisément dans la vie de tous les jours finalement? Oui, alors d'abord le mot bardo veut dire état intermédiaire, c'est-à-dire c'est un état dans lequel entre deux interruptions, la conscience va avoir un certain type de perception. Par exemple, on a en ce moment une certaine perception de l'existence, c'est le bardo de la vie. Et ça va durer jusqu'à notre mort. Quand il y a une rupture, par exemple le moment de la mort, évidemment c'est une grande rupture et on passe dans un autre état de conscience, une autre perception de l'esprit, et donc on va parler d'un autre bardo. Par exemple, on peut aussi parler du bardo des rêves. Chaque nuit, on rentre dans une perception particulière qui est celle des rêves. Et c'est une sorte de parenthèse entre le moment du sommeil profond et l'état de veille. Donc on a ces états qui sont donc des sortes de transformation de la conscience qui prend une certaine tonalité et perçoit, disons, l'ensemble des phénomènes d'une façon bien particulière à chaque fois. Mais alors, à vous écouter, on peut se demander si finalement on n'est pas dans un bardo permanent pendant notre vie. Alors ça, c'est anticiper un petit peu sur les écoles, disons, soit tantriques, soit du Dzogchen, de la grande perfection, où là, effectivement, les bardos vont s'étendre un peu à toutes les périodes de l'existence. D'accord, alors revenons justement sur ces différents bardos, puisqu'il en existe plusieurs. Quels sont-ils et quelles sont leurs spécificités, Philippe Cornu? Alors, d'abord, il y en a un au départ. Parce que, en fait, la question qui se posait au départ, c'était comment le karma va pouvoir passer d'une existence à la suivante s'il y a interruption. Alors, est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce qu'est le karma? Le karma, c'est l'action, c'est le résultat de l'action surtout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une action avec une intention, cette intention laisse une trace dans notre conscience et cette trace va par la suite être véhiculée jusqu'au moment où elle pourra mûrir sous la forme d'un résultat que donc la conscience qui a produit cette intention va pouvoir elle-même vivre. Donc ce bardo du départ, c'était donc expliquer qu'est-ce qui se passe dans le laps de temps entre la mort et la renaissance, parce que la renaissance ne se produit pas forcément immédiatement après la mort. Et pour cela, il fallait que cette information soit véhiculée jusqu'à la vie suivante. Et donc on a poser, disons, l'existence d'un état intermédiaire avec une sorte de corps mental dans lequel cette information pouvait être passée vers la vie suivante et en même temps c'est l'état dans lequel on est projeté vers la vie suivante par la force du karma. Ça c'était donc le premier. Et ensuite, dans les tantras, on a commencé à se rendre compte que puisque dans la vie, on va pouvoir s'entraîner justement pour avoir des résultats au moment du bardo d'après la mort, c'est également une sorte de bardo. Et ainsi de suite, on va avoir ensuite plusieurs bardos par analogie au bardo du premier bardo, qui est vraiment le bardo post-mortem. Alors, quels sont ces différents bardos? Alors, ces différents bardos, dans les tantras, il y en a 3. Il y a le bardo de la vie lui-même, qui est véritablement là où on s'entraîne pour le bardo d'après la mort. Et on parle aussi du bardo du rêve, parce que le rêve est très analogique avec les hallucinations qui vont se produire après la mort. Ce sont aussi des sortes d'imprégnation karmique qui se manifestent sous la forme d'images mentales. Et donc, si on travaille avec cela, si on découvre que ces images mentales sont illusoires,
On pourra également maîtriser les hallucinations qui se produisent après la mort, qui sont beaucoup plus puissantes. D'accord, donc ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette émission. Voilà. Et alors, les bardos suivants, donc ceux du Dzogchen, c'est ça? Voilà, dans le Dzogchen, dans la grande perfection, donc on trouve dans l'école Bompo et dans l'école Nyingmapa, là on parle de 4 grands bardos qui couvrent à peu près toutes les périodes de l'existence, puisqu'on a un bardo du moment de la conception jusqu'au moment de la mort, un bardo du moment de la mort, où il y a toutes les dissolutions, ensuite un bardo qu'on appelle bardo de la réalité ou de la dharmata, où en fait vont se déployer les apparences de la claire-lumière sous la forme de déité. Alors, qu'est-ce que la claire-lumière? Alors la claire-lumière, c'est ce qu'on appelle finalement, fondamentalement, la nature de l'esprit. Quand elle se dénude complètement, quand elle apparaît dans toute sa pureté, c'est ce qu'on appelle claire-lumière, esprit de claire-lumière. Et ensuite, on aura un dernier bardo qui va être le bardo du devenir, c'est-à-dire quand on n'a pas reconnu cette claire-lumière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les hallucinations karmiques reviennent sur le devant de la scène et on va jusqu'à la naissance suivante. Alors, à vous entendre, la notion de conscience est très présente. Est-ce qu'on peut la redéfinir, hein, tout du moins pour le bouddhisme tibétain? Est-ce que finalement on peut la comparer à l'esprit? Oui, c'est l'esprit. Mais quand on parle de conscience, il faut se méfier, parce que même le mot conscience en Occident, on a une tendance à en faire une entité, une âme ou quelque chose comme ça. Là, il faut considérer que ce sont des instants de conscience successifs qui vont se dérouler très vite les uns derrière les autres, mais qui sont chacun séparés les uns des autres aussi. Mais ils forment une chaîne, donc une sorte de série psychique, si vous voulez, qui va s'écouler. Il faut considérer cela comme un flux, comme une sorte de flot qui s'écoule, comme un fleuve en fait, qui passerait en fait d'une vie à l'autre comme une frontière. Mais si vous voulez, l'eau est toujours renouvelée, donc c'est un fleuve effectivement dont l'eau n'est jamais la même, donc on peut dire que la série psychique change à chaque instant, elle est donc impermanente, et néanmoins continue. Comme le fleuve, on l'appelle la Seine un jour, on l'appelle le lendemain encore la Seine. Ça ne change pas, on ne change pas le nom parce qu'en fait, il y a toujours cette continuité qui se manifeste à nous. Alors, les moments où cette conscience se retrouve face à ces transformations radicales sont très, très importants. Pourquoi, Philippe Cornu? Pourquoi? Parce qu'il y a, c'est surtout les passages entre un bardo et le suivant qui vont être importants. Parce que c'est un moment où il y a une sorte de brèche dans la conscience ordinaire. Puisque la conscience ordinaire se manifeste sous la forme d'une conscience qui perçoit les choses d'une certaine manière. Par exemple, à l'heure actuelle, on perçoit la matérialité, on a un corps solide, donc on perçoit une certaine matérialité dans l'existence. Mais c'est pas forcément le cas dans tous les états. Dans le rêve, par exemple, il n'y a pas de matérialité. Dans les états post-mortem, il n'y a pas de matérialité non plus. Donc il y a des perceptions différentes. Mais il y a quand même une sorte d'unité de perception pour la conscience. Quand il y a un changement de bardo, il y a comme un effondrement des perceptions qui se produit, et à ce moment-là apparaît le fond de l'esprit, c'est-à-dire qui n'est pas les consciences illusionnées, mais qui est formé justement par cet esprit de claire-lumière. Alors, est-ce que ce serait notre nature essentielle que l'on touche à ce moment-là? Voilà, ce qu'on appelle la nature de Bouddha par ailleurs. Et donc là, on touche au fond de l'être, et c'est ce moment-là qui est extrêmement important à reconnaître, parce qu'en reconnaissant cela, on pourra ensuite, évidemment, pouvoir reconnaître, au moment de la grande dissolution qui est celle de la mort, reconnaître également ce moment très important à reconnaître au moment justement où tout s'effondre, où le corps ne fait plus obstacle. Alors est-ce que l'on pourrait comparer ces instants-là à ceux d'une vague, par exemple? Oui, d'une certaine manière, oui. Disons que c'est un peu comme si vous avez la mer Rouge qui s'écarte, vous voyez, pour laisser passer le peuple élu, et puis qui ensuite revient. Donc c'est vraiment un moment où s'ouvrent les choses, il y a une sorte de brèche dans les habitudes, et c'est cette brèche qui est important de pouvoir exploiter. Alors Philippe Cornu, on dit que les moments de rupture entre deux bardos successifs présentent un certain nombre de points communs, lesquels plus précisément? À chaque fois, il y a un processus de dissolution des perceptions ordinaires précédentes, ouverture sur cette claire lumière, et si elle n'est pas comprise à ce moment-là, refermeture, c'est-à-dire recréation de nouvelles perceptions du bardo suivant. Voilà un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Alors, les perceptions ordinaires, encore une fois? Les perceptions ordinaires, c'est les perceptions que j'ai du quotidien, par exemple. Voilà, donc c'est ce que nos sens, en fait... Voilà, c'est ce que nos sens perçoivent. Mais dans les bardos, il y a aussi les sens qui se manifestent, mais ils se manifestent avec des perceptions différentes. Par exemple, dans le rêve, on ne perçoit que des images mentales.
Et est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que finalement c'est un état de présence, mais un état de présence généreux qui génère un certain nombre de qualités? Oui, bien sûr, sauf que ces qualités, encore faut-il qu'elles se manifestent d'une façon claire. Et c'est ça le plus important. Alors justement, comment faire? Vous évoquiez à l'instant les pratiques qui nous permettraient de toucher à cette nature essentielle, et c'est à travers ces moments que nous offrent les bardos. Tout à fait. Concrètement. Alors, disons que ces pratiques n'apparaissent qu'avek les tantras et avec le dzogchen. Dans les tantras, ce sont des pratiques assez techniques, puisqu'il s'agit en fait d'utiliser ce qu'on appelle des yogas internes. Alors de quoi s'agit-il? Voilà, ces yogas internes, ce sont des yogas dans lesquels on commence à travailler sur le corps subtil, avec des canaux subtils. Qu'est-ce que le corps subtil? Le corps subtil, c'est simplement la structure non matérielle, énergétique du corps. Et ça, c'est un peu comme les points d'acupuncture et les différents méridiens. Et là, si vous voulez, il y a des canaux subtils dans lesquels circulent des souffles, et il s'agit d'amener ces souffles à rentrer dans le canal central, parce que quand les souffles périphériques rentrent dans le canal central, les pensées ordinaires s'arrêtent et on rentre dans un espace de sagesse, et c'est là qu'on va pouvoir avoir des phénomènes qui vont ressembler aux dissolutions du moment de la mort qui vont se produire. Mais là, elles sont provoquées par le yoga. En quelque sorte, on crée des conditions similaires à celles de la mort du vivant du yogi. Mais ça ne fait pas mourir le yogi, bien entendu. Donc finalement, on pourrait dire que ces bardos de notre vivant constituent une étape vers l'éveil et la libération? Ah, tout à fait. Parce que de toute façon, c'est en travaillant à ces moments-là, à chaque fois qu'on attrape un petit peu, on découvre un petit peu de cette claire lumière, à chaque fois, quelque part, on se familiarise avec le principal, l'essentiel dans la pratique, qui est de découvrir cette claire lumière et la stabiliser. Quand elle est complètement stabilisée, ça s'appelle l'éveil. Et donc pour cela, il faut d'abord en être conscient, ce qui nous permet d'atteindre une certaine sagesse, et surtout essayer de pratiquer justement tout cela régulièrement. Tout à fait. Alors conscient, je dirais que c'est pas la conscience qui est consciente de l'état naturel ou de la claire lumière, c'est plutôt quand l'état ordinaire de conscience se dissout ou s'arrête que l'on a la présence de cet état qui se manifeste. C'est une différence. La conscience est trop limitée pour avoir conscience de cet état. C'est donc quand cette conscience s'arrête qu'on a la présence de cet état qui se manifeste, et c'est là qu'il faut la reconnaître. Et est-ce que la méditation peut nous y aider, notamment? Bien sûr, c'est précisément dans la méditation que l'on fait ce travail. On le fait d'une façon approfondie, parce qu'on calme d'abord l'esprit, et quand on a calmé l'esprit, il y a des ouvertures qui se manifestent dans cet esprit qui est beaucoup plus clair, et on peut avoir accès plus facilement à cette nature de l'esprit une fois qu'on a calmé le jeu des pensées, de l'agitation, des émotions ordinaires qui habituellement recouvrent l'ensemble, un peu comme des nuages qui recouvriraient le soleil et le ciel bleu. Merci beaucoup Philippe Cornu. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous recommandons. Tout d'abord, le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, le livre des morts tibétains de Padmasambhava, préfacé par Mathieu Ricard, traduit par notre invité Philippe Cornu et publié chez Buchet et Chastel. Je vous rappelle que ce livre est présenté ici pour la première fois sous sa forme complète, directement traduit du tibétain et expliqué dans son contexte originel. De Sogyal Rinpoché, le livre tibétain de la vie et de la mort, au livre de poche. Cet ouvrage de référence concilie l'ancienne sagesse du Tibet et la recherche contemporaine sur la mort, ainsi que sur la nature de l'esprit et de l'univers, à travers la présentation, entre autres, de la pratique et de la méditation et des notions de renaissance et de karma. Une peur salutaire, comment transformer notre appréhension face à l'impermanence et la mort, de Lama Thupten Zopa Rinpoche, publié aux éditions Vajrayogini. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. À dimanche prochain.